Bienvenue, Bibliothèque Médicis enquête sur nos racines. La mondialisation rend en effet nécessaire cette interrogation, notre interrogation, racines de notre histoire, racines de la démocratie, racines des Français venus d'ailleurs, de l'Europe orientale par exemple. Comment savoir qui nous sommes sans ces regards en arrière, sans ces regards sur des terres éloignées qui nous guident pour l'avenir? Nous, c'est d'abord Michelet. Paul Vialanex, depuis une quarantaine d'années, vous vivez une sorte de familiarité avec Michelet. Les 17 tomes de son histoire sont publiés par un éditeur courageux auquel on rend hommage, l'édition des Équateurs, et ils sont réédités cette année. J'ai envie de dire, enfin, ou est-ce qu'il faut dire enfin? Oui, parce qu'ils auraient dû être réédités beaucoup plus tôt. D'ailleurs, j'avais entrepris une réédition savante des œuvres complètes chez Flammarion, où déjà l'histoire de France était en partie prête lorsque Flammarion a lâché pied. Ouais. 14 en 2008, Michelet est-il utile apparu sur les 21, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire de France qui avait encore été publiée. Ouais. Donc, il n'y avait pas actuellement d'édition, aucune édition de l'histoire de France, sauf Bouquin qui avait repris 2 parties de l'histoire de France, très utilement. En 2008, Michelet est utile? Absolument, plus que jamais peut-être. Oui, je crois. D'ailleurs, Michelet reparaît dans sa postérité chaque fois que la France traverse une crise. Une crise d'ailleurs historique ou crise morale. Et moi, je fais partie de la génération, on n'est peut-être pas très nombreux, qui ont redécouvert Michelet pendant l'occupation et surtout après la guerre. Dans la génération des Trois Glorieuses dont je fais partie. D'accord, mais Michelet était vraiment un relance. La période ne ressemble pas à celle dont vous parlez. Actuellement, non, mais c'est un moment de déclin et de crise. Et je crois que c'est dans des périodes de ce genre que, de nouveau, la lecture du Michelet est tout à fait nécessaire médicalement, ne serait-ce que pour ne pas verser dans une pure et simple nostalgie. Lucien Jaume, chez Fayard, Tocqueville, une réflexion pour aujourd'hui sur l'autorité et la démocratie dont on dit qu'elle est en crise, sans savoir par quoi la remplacer d'ailleurs. Pourquoi, dites-vous, Tocqueville, une énigme? Parce que vous avez là un jeune homme d'une grande famille aristocratique qui descend de la noblesse de robe et de la noblesse d'épée, qui opte pour une forme de société qu'il n'aime pas, la société moderne de la démocratie des individus libres et égaux, qu'il n'aime pas, mais il veut convaincre son milieu et se convaincre lui-même qu'il n'y a pas d'autre solution. Et il dit que c'est un mouvement inexorable vers la démocratie. Inexorable, et de façon énigmatique, il sème des indices sur son passé, sur sa classe sociale, sur ses convictions les plus intimes, du côté de Blaise Pascal, du côté du jansénisme, du côté des moralistes du XVIIe siècle, et en même temps, il semble, dans un langage très transparent, nous parler de choses familières, simple, alors que ce texte est fort subtil. De la démocratie en Amérique, mais il parle de nous, la France et les Français. La France et les Français, à travers l'Amérique. Saint-Augustin, Frédéric Boyer chez POL, vous avez mis 5 ans pour cette nouvelle traduction des Confessions de Saint-Augustin. Vous nous direz pourquoi, avec vous, les confessions deviennent les aveux, mais en tout cas, d'ores et déjà, avec Monique Cantos-Pervers, Bibliothèque Médicis vous félicite pour ce travail qui met à notre portée les 13 livres de Saint-Augustin. Enfin, Georges Walter, souvenir curieux d'une espèce de Hongrois chez Taillandier. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis des années, mais on ne s'est pas vu pendant longtemps, sauf tout de suite. Et c'est une émotion et un plaisir. Votre premier roman fut déjà couronné, c'était Les Enfants d'Attila. Attila est enterré quelque part dans les plaines de Hongrie, mais c'est donc le récit d'un Français. Il est Danube, peut-être. Ouais. On ne le sait pas. Hein on le cherche. Vous avez commencé à le chercher. Oui. Oui. Français, émigré venant lointainement de Hongrie, et aujourd'hui vous êtes quelques-uns dans ce cas, hein, à différents endroits de l'État, de la littérature, de la philosophie. Oui. Qu'est-ce que c'est le tempérament hongrois? Écoutez, moi, je suis en France depuis 85 ans, n'est-ce pas? Bon. Ce qui a fait dire d'ailleurs à une critique de mon livre Les Enfants d'Attila en 1967, Georges Walter parle français comme vous et moi. Évidemment, j'étais là depuis l'âge d'un an et demi. Mais cette Europe centrale, cette Mitteleuropa qui était ma grande source d'inspiration, c'est un pays imaginaire pour moi, puisque je n'y ai jamais vécu. Mais j'ai des attaches profondes dans cette Europe centrale qui était un moment si brillant
avant le regretté Adolf Hitler. C'était un moment merveilleux de l'Europe. C'est Sioran que vous rencontriez quelquefois qui vous citait ce dicton. C'est en pleurant que se réjouit. Vas-y, Mémaric, vous pouvez le dire avec l'accent. Oui, c'est en pleurant que se réjouit le Hongrois. C'est comme ça qu'a commencé un de nos entretiens, le seul entretien enregistré à la radio avec Émile Sioran. C'est la discussion du roumain et de l'ex-hongrois. Oui, l'hongrois. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un questionnement qui nous est propre. Aujourd'hui, les Chinois eux-mêmes, en tout cas les plus courageux d'entre eux, cherchent à savoir qui ils sont, comment résister sans ce comportement uniforme et moutonnier que l'histoire leur a souvent imposé. Jing ou Jian Rong a inventé la réponse dans son roman que vous publiez, François Bourin, vous êtes l'éditeur, le roman Le Totem du loup. C'est une magnifique épopée, une magnifique métaphore qui a déjà un succès considérable en Chine. Ensuite, il y a 24 pays qui ont acheté les droits du totem. Et vous avez été alerté par un libraire français, Jean-Jacques Augier, qui vit à Pékin. Il faut lui rendre hommage parce qu'il a eu du flair. Absolument. D'abord, l'auteur Jiang Rong n'est pas son vrai nom. De nombreuses années plus tard, on a su qu'il s'appelait, c'était un pseudonyme, Lu Jianmin. Et Le Totem du loup, c'est un roman d'aventure, un magnifique hommage au loup. C'est un magnifique hommage au loup, c'est un magnifique hommage aux Mongols, et c'est une remise en cause très profonde de la société chinoise, non seulement contemporaine, mais même ancienne, puisqu'il va jusqu'à attaquer Confucius. Oui, d'abord, le loup, c'est quelqu'un. Enfin, ancienne, parce que les Chinois reviennent à Confucius. Oui. Après Mao, ils reviennent à Confucius. On verra tout à l'heure. Mais il attaque Confucius et Mao. Le loup, c'est quelqu'un. Alors, pour l'auteur, le loup, c'est quelqu'un, c'est en effet un être complexe, dangereux et en même temps fascinant, et c'est surtout un modèle. L'auteur montre très bien que pour les Mongols, le loup, qui est leur totem, c'est-à-dire leur ancêtre et leur protecteur, c'est aussi leur modèle. C'est par les loups qu'ils ont appris à survivre dans cette région extrêmement difficile, parce que le loup est la Chine. Intelligent, tel qu'il est décrit. Parce que le loup décidé, est libre avant il est tout. libre, Il est courageux ensuite. Il ne tue jamais ses congénères. Intelligent, et il vit en effet en meute, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un animal libre et un animal qui sait vivre dans un groupe constitué. Et ça, l'auteur montre très très bien que pour lui, c'est le modèle social qui devrait être celui de la Chine aujourd'hui. Au passage, il y a un très très beau livre, publié dans les années 70, de l'éthologue Konrad Lorenz. Oui, bien sûr. L'homme qui parlait aux poissons, aux oiseaux et aux animaux, qui parle des loups, et ce livre m'avait marqué. Oui, qui avait été publié, je crois, par Flammarion. Donc le loup aime la liberté, le loup vit dans une harmonie sauvage, mais avec des règles, et surtout un besoin d'espace, là, les steppes de Mongolie intérieure. Et l'auteur raconte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte, il y a toute une histoire dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le donne comme modèle de ce que devrait être le chinois aujourd'hui. Oui, on va en parler. Parce que d'abord, il faut raconter sa propre histoire. Oui. Il a été garde rouge pendant la Révolution culturelle. En 1966, il demande, apparemment il est volontaire, il demande à aller loin de Pékin. Je peux ajouter quelque chose là-dessus? Bien sûr. Il avait des parents qui étaient eux-mêmes de grands intellectuels. Sa mère en particulier avait été une des fondatrices du Parti communiste de Shanghai. Et son père était un militaire qui s'était énormément battu contre les Japonais, qui était un héros de la guerre. Donc il vient d'une famille qui est extrêmement implantée dans l'organisation de la Chine moderne d'après-guerre. Et il devient lui-même naturellement garde rouge, ça lui semble logique. Oui, et il demande en effet de partir sur les conseils de Mao, aller à la fois lui-même se régénérer dans les campagnes chinoises et aller porter la bonne parole du communisme dans ses campagnes. Il va y rester 11 années. Mao Tse-tung voulait sédentariser les nomades et exterminer les loups. Mais l'auteur va complètement changer devant les steppes de Mongolie en regardant les loups, en parlant avec un vieux chasseur, Bilig. Et qu'est-ce qu'il lui apprend? Mais Bilig lui apprend justement tout le passé de cette région et lui apprend aussi l'équilibre dans lequel vit cette région. Parce que lorsque l'on dit qu'ils admirent les loups, il ne faut pas oublier quand même que les Mongols doivent aussi se défendre énormément contre les loups. C'est un équilibre, en définitive, que Bilig apprend au jeune Shenzhen, qui est l'étudiant dont vous parlez, et il lui dit, les loups, bien sûr, sont redoutables, mais il faut se battre contre eux, et il faut avoir les qualités qu'ils ont eux-mêmes pour leur résister. Il faut être aussi féroce qu'eux, aussi persévérant qu'eux, aussi courageux qu'eux, aussi groupé qu'eux. Mais en même temps, si nous devons les combattre, nous devons les respecter. Et c'est dans ce combat et ce respect qui existe notre région depuis toujours. Es-tu aussi faible qu'un mouton, dit-il à Shenzhen, Bilig?
Vous, les Han, vous avez la peur du loup dans la moelle, c'est pourquoi dans la steppe, vous êtes toujours battus. Et c'est donc une sorte d'appel à l'esprit de liberté d'un homme ou d'un peuple, car il est facile peut-être à soumettre quand il est mouton. Oui, alors c'est ça la grande révélation qu'a Shenzhen lorsqu'il arrive en Mongolie, c'est qu'il se rend compte que les Chinois, dont il est issu lui-même, sont des moutons par rapport aux Mongols. Et sont des moutons pourquoi? Sont des moutons parce qu'ils viennent d'une tradition d'obéissance. C'est un peuple qui, avant tout, veut obéir, qui croit que l'obéissance est la qualité principale. Cette tradition philosophique, politico, tout ce qu'on veut, morale, elle vient en partie de Confucius, mais elle a été reprise de façon plus moderne par Mao Tse-tung. Et il reproche aux deux, ça peut sembler un peu étrange aujourd'hui, mais il reproche aux deux d'avoir conduit le peuple chinois à être un peuple de moutons, à un peuple de gens qui obéissent. Et pour lui, l'origine de tout ça, c'est que les Chinois, c'est un peuple d'agriculteurs, c'est un peuple de sédentaires, c'est un peuple de gens qui s'établissent et qui restent dans des régions qui doivent respecter les nomades. À un pouvoir central. Voilà. Alors que les nomades, eux, sont un peuple libre, parce que c'est ça peut-être le point le plus important, c'est que Shenzhen, lorsqu'il va en Mongolie, il découvre le fait que des peuples sont encore nomades à l'époque, des peuples qui se choisissent, qui choisissent les régions où ils vivent et qui vivent dans un équilibre écologique par rapport aux régions dans lesquelles ils sont, qui est extrêmement important parce que tout le monde, en définitive, participe au développement et à la survie de la région et des différents groupes. Et donc cette découverte d'un peuple de liberté qu'il apprend à respecter le conduit pas simplement à la critique de ce que le communisme a fait des Chinois, mais à la critique de la culture chinoise dans son ensemble. Absolument. C'est un révélateur pour lui, en effet, que cette culture qui vient mettre en doute sa propre culture. Mais le communisme n'était peut-être pas une nécessité pour la culture chinoise. C'est un accident malheureux de l'histoire où il y voit une forme de nécessité. Lui, faut encore voir que c'est un jeune homme de 20 ans, à la fin des années 60, qui a été complètement formé par le communisme et qui se retrouve dans cette région inattendue. Donc la pensée de Lin Piao. Lui ne remet pas en cause au départ le communisme. C'est la réalité de la région dans laquelle il se trouve, et les Mongols en particulier, et les loups, qui font peu à peu comprendre que ce qu'on lui a enseigné lorsqu'il était très jeune n'est peut-être pas la seule vérité et qu'il y a peut-être quelque chose qui lui est supérieur, en particulier, encore une fois. Et c'est pourquoi il a eu contre lui les conservateurs, les nationalistes, les maoïstes, les disciples du Confucius, tous lui sont tombés. Alors il faut quand même dire, oui, c'est un phénomène très intéressant, que ce livre a failli être censuré à sa sortie. Il a frôlé la toile. Lui-même est passé 2 fois de suite déjà en prison, il aurait pu y passer une 3e fois, mais le livre a failli être censuré. Il n'a pas été censuré après plus d'1 an d'hésitation des autorités communistes chinoises de l'époque, qui l'ont laissé publier. Et alors ça c'est intéressant, parce qu'on voit bien les raisons pour lesquelles ils ont voulu empêcher la sortie du livre, qui conteste encore une fois beaucoup le système actuel et passé, mais ils l'ont quand même laissé être publié. Il a eu un succès considérable. Et il a eu un succès considérable, ce qui veut dire quand même qu'ils acceptent en partie le message que donne Jiang Rong dans son livre. À chaque début de chapitre, il y a en exergue un texte de littérateurs, de philosophes, de penseurs d'autrefois, ou qui sont adaptés d'un livre, par exemple, de René Grousset, historien français que le chinois Jiang Rong, Liao Jianmin, cite. Et là, une inscription qui est sur la stèle d'un des empereurs: les cavaliers de mon père, le grand Khan, étaient aussi courageux que les loups, tandis que mes ennemis étaient poltrons comme les moutons. Ça revient. Et Confucius, qui est à la mode en Chine aujourd'hui, qui enseigne la sagesse, le calme, le respect des autorités, etc., du chef, Liao Jianmin dit au contraire, assez de vivre comme des moutons, développons l'esprit du loup. Il y a une phrase qu'il cite de Confucius. Confucius dit « il vaut mieux aimer que comprendre », et lui dit non, il vaut mieux comprendre avant tout et aimer ensuite si c'est justifié ou pas. Mais il faut avant tout essayer de comprendre. L'amour comme seul précepte n'est pas un bon précepte parce qu'il fait en effet des Chinois un peuple de moutons. Moi je conseille aussi la lecture du magistral livre d'An Sheng que nous connaissons et que vous connaissez très bien, Monique Canto, La pensée chinoise. On trouve à la fois Confucius et Lao Tzu, etc., etc. Et puis on y ajoutera le totem du loup. La beauté de la liberté, de ce que représente la liberté du loup, me fait penser, comme vous en parlez très bien d'ailleurs, à ce qui est son contraire, à une phrase de Sun Yat-sen qui décrit le pouvoir politique, ce qui est l'essence du pouvoir en Chine, un passage où il dit, lui qui a fondé la République, où il dit, le mal qui ronge la Chine, c'est que tout le monde, tous les chefs, tout le monde se prend pour l'empereur.
c'est extraordinaire comme raccourci. Il le dit, ça, juste pour ajouter un mot là-dessus, il dit l'empereur de la Chine, en fait, a toujours été un paysan qui lui-même était casanier, était un sédentaire, etc., et il n'a jamais compris l'esprit de conquête qui habitait les Mongols. Et là, on voit qu'il y a une vraie différence culturelle à l'intérieur même de la Chine sur ce thème. Encore un mot sur Jian Min. D'ailleurs, vous le connaissez personnellement? Vous ne l'avez jamais vu. Vous devriez le faire venir à Paris. Nous allons essayer. Mais le problème, là encore, c'est intéressant, il peut sortir facilement de Chine. Le problème, c'est d'y rentrer ensuite. Ah ouais. Il a mis 6 ans à écrire son totem du loup, Oui. et il raconte que pendant 20 ans, il l'a porté en lui. Il dit qu'il n'en écrira pas d'autre, M. Balanex. Celui-ci, parce qu'il l'aimait, il l'avait en lui, et en même temps, il lit avec passion, d'après ce que l'auteur dit, Jack London, et vous savez qui, Stendhal, en particulier Le Rouge et le Noir. Absolument, oui. Hein Monique? Mais que fait-il maintenant? Il vit en Chine. Actuellement, il était professeur d'université, c'est professeur d'économie et d'histoire, et à Pékin, à l'université de Pékin, et il a enseigné pendant... Il n'est pas l'objet d'une surveillance particulière. Non, il n'est pas l'objet d'une surveillance particulière, mais il se méfie quand même beaucoup de ce qui pourrait lui arriver s'il quittait. Vous savez ce que vous devriez faire, François Bourg? Vous mettre d'accord avec Monique Cantos-Perber, l'école normale supérieure devait l'inviter. Ça me semble une excellente idée. Voilà. Topons-la. Voilà. Je ne sais pas si elle n'a pas encore coupé, mais ça doit faire réfléchir. Au moment où on parle de 68, des gardes rouges, c'est autre chose, mais de la révolution culturelle. Juste un mot pour terminer. On en a parlé de façon assez intellectuelle, ce livre, mais c'est quand même un grand roman d'aventure avant tout. C'est ce que j'ai dit au début. Et avec des scènes magnifiques d'épopées, donne envie d'aller en Mongolie. C'est extraordinaire, oui, il décrit le pays de façon merveilleuse. À cheval, si on peut, ou en train, le désert de Gobi. Monsieur Balanex. Cette évocation du nomadisme mongol me fait penser d'abord à un film que j'ai vu au cours d'une des dernières nuits pour calmer une insomnie et qui était consacré justement à ce qui reste dans la Mongolie de nomadisme. C'était très intéressant. Mais en même temps, cette histoire me fait penser à celle qui est contenue dans le premier tome de l'histoire de France de Michelet, parce que l'histoire des origines de notre nation est le mot de Michelet, c'est des histoires de nomades. Parce que la France a été faite par tous ces nomades qui ont fini par se retrouver en France, à force de pousser vers l'ouest, venant peut-être de Mongolie, lesquels poussaient ceux qui étaient plus à l'ouest, et tous se sont retrouvés en France, ils ont trouvé là des cèdres ou ce qu'il en restait, et tout ça s'est mêlé, et la France est née progressivement du mélange de tous ces errants qui venaient là pour trouver une sorte de Jérusalem céleste sans le savoir. Frédéric Boyer, les aveux. Qui a été arrêté par les Pyrénées. D'abord, vos propres aveux dans la préface ou la traduction sont bouleversants. Et vous dites qu'il révolutionne, Saint-Augustin, le monde en établissant la connexion entre l'écriture et le moi. En quoi les 13 livres de celui que vous appelez ce nord-africain du IVe siècle sont devenus une œuvre majeure pour l'Occident? C'est tout le problème de ce livre, effectivement. C'est-à-dire ce sont 13 petits livres, puisque le titre exact, c'est les 13 livres de mes aveux ou de mes confessions, en fonction de la traduction. Et effectivement, qui sont écrits à la fin du IVe siècle, dans un monde qui est en train de tout doucement péricliter, enfin tout doucement d'ailleurs assez violemment plutôt, péricliter, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un homme qui a une quarantaine d'années, nord-africain, de famille, donc aujourd'hui on dirait de famille berbère, romanisée, ce qui est important, ce qui lui a permis de faire des études dans les grands centres. Tagaste, une ville, d'après ce que dit aussi Lucien Gerfagnon, à 300 km d'Alger, qui doit être Soukaras. Soukaras aujourd'hui, qui est à la frontière de la Tunisie, et qui est une petite ville, et il fréquente, parce que son père est un berbère romanisé, et tient à ce qu'il fasse des études, et donc il fréquente les grands centres universitaires de l'époque, c'est-à-dire Carthage, Mador, et puis ensuite il fait cette traversée en Italie, il rejoint Rome, et puis il va faire ses études. Il va faire ses études et il cherche à être à la fois professeur de rhétorique, il va enseigner la rhétorique et la littérature, et aussi il voudra être, en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui, avocat au forum, à Rome, voilà. Et en même temps, ce qu'il raconte dans ses livres, c'est un bouleversement dans sa vie, c'est une nécessité de changement, au-delà même de la psychologie, de vouloir changer de vie, c'est qu'on est dans une époque où effectivement le monde change et où on est un peu devant un impératif de changer sa propre vie, de changer son propre regard sur le monde. Mais à peu près au même âge, 45-46 ans, vous dites ce livre était tout le temps à portée de moi, dans ma lecture, je l'ai pris, je l'ai relu, et je l'ai traduit. Et
par l'aveu, dit-il, je décide de moi. Et pourquoi vous êtes passé de la confession aux aveux? C'est pas un reproche. Non, mais on peut me reprocher dans l'étymologie du mot latin, on peut peut-être trouver l'occasion. Non, alors c'est même pas l'étymologie, c'est dans la langue classique, dans le latin classique, confessio, c'est aveu, confiteor, ça veut dire j'avoue, je reconnais. Donc dans la langue classique, la première signification est bien l'aveu. Hein, donc et même dans la première signification chrétienne, il y a l'aveu. C'est l'aveu, la confession fidei, la confession de la foi, l'aveu de sa foi, dès le IIe siècle, mener les gens à la mort. C'est-à-dire, il y avait quelque chose, il s'agissait d'avouer le Dieu auquel on croyait, d'avouer sa foi, ce qui dans le monde romain était presque une barbarie, si vous voulez, parce que on n'avait pas besoin d'avouer sa foi. D'abord, les différents cultes. Mais on écrivait beaucoup ces confessions, on se confiait souvent. Dans l'Antiquité. Pas comme ça, non, pas comme ça. Pas de la même manière. C'est le premier texte de ce type. Il n'y a pas d'autobiographie avant, de ce type, en tout cas, avant les confessions. Aristote dit clairement, un homme ne doit pas parler de lui-même. On a bien sûr les pensées de Marc Aurèle, mais c'est tout à fait autre chose. Là, on a affaire à la partie supérieure de l'âme, qui délibère sur les passions, sur les événements du monde. Tandis que dans les confessions ou les aveux d'Augustin, c'est tout autre chose. C'est une âme qui tout entière lutte contre elle-même, s'arrache à une forme de matérialité, aspire au divin. C'est la tragédie d'une âme entière qui est montrée. C'est tout à fait nouveau. Je crois que c'est une langue qui est inventée à cette occasion. Il invente quelque chose. Donc pour moi, c'est un livre de rupture. Oui, c'est un livre de rupture et de passage. Je veux dire, parce que la plupart d'entre vous écrivez aussi, vous situez dans une rupture à travers vous directement, vos auteurs. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut le considérer justement comme un auteur et un penseur qui marque la fin de l'Antiquité ou le début du Moyen-Âge? Non, c'est un auteur. D'abord, c'est un auteur qui est profondément de culture latine. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. Et dans cette traduction aussi, j'ai essayé de ramener la traduction un peu au cœur du latin. Moi, je suis un amoureux de la langue latine et je crois d'ailleurs que je trouve un peu trop dévalorisé dans nos études, même au détriment du grec d'ailleurs. Mais donc l'idée, c'est quand même quelqu'un qui fait ses études classiques. Il adore Virgile, il lit Cicéron, il est passionné par Cicéron. Il va découvrir progressivement la philosophie antique à l'époque, les néoplatoniciens, les académistes, les sceptiques, et progressivement les manichéens et progressivement le christianisme. Vous dites, c'est pourquoi la confessio doit aujourd'hui davantage être comprise comme une invention de soi, même à travers les figures littéraires et religieuses de l'aveu. Oui, parce que l'aveu devient la figure littéraire pour décider de quelque chose, pour décider de soi, pour peut-être faire passer quelque chose qui ne passait pas avant, et effectivement, on va basculer dans un monde, donc je réponds à votre question, c'est quand même celui qui, avec ce livre-là, notamment, ouvre sur l'Occident. Donc c'est un Nord-Africain, j'aime mieux que un oriental, intellectuel nord-africain, qui fonde ce que va être, en grande partie, ce qu'on va appeler l'Occident par la suite. Il fait partie de l'Empire romain. Mais de la périphérie romaine. De l'Empire lointain de Rome. Mais la marque distinctive d'un empire, précisément, c'est d'intégrer tout le monde, dans le meilleur des cas, quand ils les intègrent. Et souvent, les Romains du nord de l'Afrique étaient encore plus romanisés, enfin, étaient vraiment très romanisés. C'est comme avec l'empire hellénistique. Il n'empêche que, vous le dites vous-même, et puis en le citant, il se pose souvent la question de son origine ou de ses racines. Qui suis-je? Que veux-je faire de ma vie? Alors bon, il parle très peu dans le livre, dans les confessions, dans les aveux, de son père, sauf de la mort du père. Il met beaucoup de la mère Monique ou Monica, qui était dévote, religieuse, pieuse, casse-pied. Oui. Je ne sais pas si c'était casse-pied. Il y a dans ce livre une sorte de... Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vais demander à Dante Sperber, il n'y a pas aussi, en dehors de la pensée, quelque chose d'absolument nouveau qui est le récit de sa propre enfance, qui commence par parler de lui, de son enfance, comme dans un roman. Et de ses enthousiasmes, aussi. De la lecture de l'Hortensius de Cicéron, du Jardin de Milan, évidemment. Oui, pourquoi les textes ça, justement? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, je pense, logique, mais ça correspondait à un besoin d'époque. Vous pensez que c'est quelque chose qui tout d'un coup, il y a une sorte de retour à l'invisible? Si j'ai bien compris, il a mené une vie de liberté, de sensualité, etc. À un moment, il y a une rupture, une réflexion. Consulte la chair, même Monica Sperber rappelait que fondamentalement, c'est un être de conflit. C'est un immense conflit intérieur par rapport à cette vie de débauche qu'il a menée, où il se roulait dans tous les plaisirs. Il ne faut pas exagérer ça. Alors là, comment il ne faut pas exagérer? Non, mais parce que
Allez-y, pourquoi? C'est l'argument classique, allez-y. Restons au texte, mais restons à la littérature. C'est d'abord un formidable texte de littérature pour tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, il invente quelque chose, il invente une forme qui va donner forme à l'autobiographie plus tard, parce que c'est quand même pas une autobiographie au sens moderne. C'est pas Jean-Jacques Rousseau, excusez-moi, c'est pas une confession de Jean-Jacques Rousseau. C'est ce que je suis en train de dire, si vous m'écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. Mais après, moi, je préférerais avant tout de suite de faire le portrait d'un Augustin reçu, je dirais, restons à ce texte-là. C'est vous qui écrivez. Il ridiculise ses anciennes idoles, il fustige l'imbécile qu'il était. Toujours dans le texte. Il faut d'abord dire aux gens aujourd'hui que c'est un formidable texte de littérature, comme il n'y aura aucun équivalent, à mon avis, jusque peut-être Ulysse de Joyce. Voilà. C'est-à-dire un livre qui mêle à la fois, effectivement, l'écriture du moi, de la spiritualité, de la philosophie, de la théologie, du grotesque. Par exemple, quand il dépeint les manichéens, c'est une caricature qui est même presque injuste. Parce que c'est faire prononcer le mot littérature. Quand il dépeint les manichéens, c'est lui-même, tel qu'il fut, qu'il dépeint. C'est-à-dire qu'il porte le fer, là précisément, au cœur même de ce qu'il a été, un homme de plaisir, même si c'était pas la débauche, et un homme de tentation intellectuelle. Le manichéisme était cela. Et quand il écrit, il est évêque d'Hippone, de Beaune, de ce qui est devenu Beaune, c'est ça? Non, pas d'Hippone, non. Hippone est une ville aujourd'hui, c'est Annaba en Algérie. Beaune, c'était Beaune. Mais il écrit, effectivement, on pense au début de sa prise de fonction d'évêque, et pendant 2-3 ans. Après, on n'a pas de... Oui, jusqu'en 97. Et comme il dit, Georges, il arrive que les amis en nous flattant nous pervertissent, mais les ennemis en s'opposant nous corrigent très souvent. Vous ne pouvez pas éviter de réfléchir à l'articulation de cette confession, de cet aveu avec l'Évangile. Bien sûr. Oui, mais pour le moment, vous n'en avez pas dit un mot. Mais c'est pas un reproche, c'est que j'attends le moment où vous allez évoquer. Vous aurez tous envie de lire les aveux, à la fois la préface et la traduction de Frédéric Boyer, qui a l'air de vivre avec une sorte de passion intense et presque d'intolérance. Ce que l'on dit, on ne dit pas de Saint-Augustin. Non, mais parce qu'effectivement... C'est bon, Saint-Augustin. Non, c'est pas ça. On me dit souvent, oh là là, mais pourquoi vous avez fait ça? Non, je dis pas au contraire, vous avez bien fait. Qu'est-ce que vous reprochez aux traductions précédentes, par exemple? Mais je reproche rien à aucune traduction précédente. Je reproche rien. Je dis simplement que, chaque époque a besoin de se réapproprier des textes, de repasser par des textes comme ça. C'est-à-dire que, ça c'est quelque chose en tout cas que moi je porte en moi et je continue à le faire. Et ensuite, je crois que si on est un tout petit peu trop, si je peux, on est un tout petit peu trop écrasé par la réception augustinienne depuis des... Non, il y a les textes d'André Mandouze, il y a Lucien Gerfagnon formidable avec la Pléiade. Qui disent un tout petit peu, c'est merveilleux, mais on peut aussi essayer de relire ça un tout petit peu en décalant un petit peu les choses. Et par exemple... Allez, Monique, un exemple. De parler de choses générales, on trouve un texte. Cette littérature dont vous parlez est absolument entremêlée de textes quasiment liturgiques. Bien sûr. Alors, Monique, une phrase et Paul Vialanex. Si vous voulez qu'on parle de Michelet, c'est difficile de parler du premier sans parler du second. Oui, on ne parlera pas de Michelet, si vous comprenez. Alors, après la scène du Jardin de Milan, donc à la fin du livre 8, le Jardin de Milan, c'est une forme très profonde de conversion, donc sans la traduction d'Abriol, je la prends parce que c'est celle sur laquelle j'ai travaillé dans la collection Budet. Je disais et je pleurais dans toute l'amertume de mon cœur broyé, et tout à coup j'entends une voix partie de la maison voisine, voix de garçon ou de jeune fille, je ne sais, qui chantait et répétait à diverses reprises « Prends, lis, prends, lis ». Et dans la traduction? Mes mots, mes pleurs, dans la terrible amertume de mon cœur brisé. J'entends alors une voix depuis la maison voisine, un chant répétitif et récurrent, une voix d'enfant, garçon ou fille, je ne sais plus. Attrape et lis, tolé, légué. Voilà. Quel est le verbe latin, monsieur? Tolé, légué, attrape et lis, pleurs de joie, Pascal. Paul Vialanex, chacun a eu sa révélation. Michelet, vous dites, après les 3 glorieuses de juillet 1830, il voit lui comme une grande lumière, il le dit par latin, il dit « j'aperçus la France, et je la vis comme une âme et une personne ». Oui. Est-ce que la personne a changé? Jusqu'à aujourd'hui, oui et non. Bien sûr qu'elle a changé, c'est une personne, donc elle vit.
Et elle vit, elle évolue, bien entendu. Mais il ne faut pas croire qu'il y ait chez Michelet le mot de nationalisme, c'est-à-dire une définition de la France donnée quasiment au départ et qu'on va embellir et magnifier tout au long de l'histoire de France. Pas du tout. C'est l'histoire de la nation française. Si vous voulez, l'hypothèse de base de Michelet, mais est-ce qu'il ne la formule pas tout à fait ainsi, c'est que dans l'histoire de l'humanité et de l'ordre social d'Occident, il y a 3 modèles. Il y a eu la cité grecque, il y a eu l'Empire romain, et ensuite, il y a dans les temps modernes la nation. Et pour lui, il n'y a pas que la nation française. Il fait grand cas de la nation anglaise. Mais la nation française est vraiment l'un des modèles, pour ne pas dire le modèle unique, de ce que l'on appelle la nation, qui est un mode d'organisation propre au temps moderne en Occident. C'est ça qui est au fond de son histoire. Son livre a marqué des générations et des générations d'historiens, même ceux qui l'ont critiqué. Et il va passer 40 années à écrire en quelque sorte la biographie vivante de la France. C'est ça, mais en partant du début. C'est-à-dire, quand il commence son travail, il ne sait pas où il va, vraiment. Il ne faut pas croire qu'il... Il ne sait pas qu'il va écrire les 17 tomes que vous allez publier. Ces conclusions ne sont pas encore tirées. Les conclusions, si vous voulez, seront dans l'histoire de la Révolution avec la fête de la Fédération. Mais il ne se dit pas ça au début. Au début, il y a tous ces barbares, c'est-à-dire tous ces envahisseurs, ces nomades, comme je me suis amusé à le dire, qui se retrouvent en France avec des Celtes en difficulté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ces gens-là vont-ils à la fois s'intégrer dans l'Empire romain? En réalité, ils vont phagocyter l'Empire romain et s'en servir. Comment vont-ils s'intégrer dans l'Église? Ils vont s'y intégrer, mais en même temps, ils vont en prendre la direction. Et surtout, comment vont-ils s'entendre entre eux? Et c'est là qu'il pense qu'il y a un phénomène biologique, quasiment. Pourquoi? Parce que Michelet, qui a vécu avec les plus grands savants de son époque, a été très marqué en particulier par Geoffroy Saint-Hilaire. Il était l'ami intime de son fils, vous m'entendez? Et il a vécu par les biologistes. Et donc Geoffroy Saint-Hilaire défendait l'épigénèse et le principe d'un modèle unique de développement du vivant, disons à partir de l'embryon, non pas par grossissement de l'embryon, mais par développement. Et pour les nations, les peuples, les pays, c'est ça. Non, oui, l'extérieur de l'embryon, mais même dans le système de l'embryon, toutes les parties extérieures qui peu à peu deviennent autonomes, et c'est les provinces dans le tableau de la France. Parce que le principe de Michelet, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas aussi jacobin qu'on croit. Il est dialectique, comme on disait à l'époque. Alors, comment il travaillait? Parce qu'il y a les archives, mais en même temps, il y a ces indications. Alors, c'est une sorte de personnage universel, comme on avait encore l'audace d'en être au XIXe siècle. Et d'ailleurs, auparavant, au XVIIIe aussi, il y a eu des... C'est un peu l'esprit encyclopédique, mais pas par esprit de classement. Pour lui, il rêvait d'un savoir total. Alors, il n'était pas du tout hegelien, hein. Pas du tout. Il a repoussé Hegel parce qu'il pensait qu'à force de vouloir tout expliquer, la liberté disparaissait et finalement on n'expliquait rien du tout. Bon. Donc lui, vouloir rêvant d'un savoir total, dès sa jeunesse, il a fait des lectures dans tous les sens, il s'est lié à toutes sortes de formes de savoir et à toutes sortes de personnalités représentant le savoir. Il a enrichi tout en inventant l'écriture de sa propre cela, il l'a appliqué à l'histoire et il s'est demandé comment l'histoire vivait et il s'est intéressé à ce modèle appelé nation. Il n'y a personne, que la France est une personne, c'est pas une métaphore, c'est qu'elle est biologique, comme vous et moi. Et alors il s'occupait de l'histoire de France, des différents tomes, et aussi à partir d'un certain moment de sa jeune épouse, beaucoup. Oui, puis il a passé à l'histoire naturelle carrément pour finir. Mais juste un mot encore sur... Bien sûr, ça c'est un épisode. Oui, parce qu'elle était là et qu'elle a aidé à écrire par sa présence. Oui, aidé à écrire. Et l'amour qu'il lui portait. Non, elle prenait des notes, elle lui servait un peu de... Athénaïs, oui. Il ne faut pas croire, non, c'est quand même lui qui écrivait. Non, mais on l'a jamais tout de suite. C'est toujours la même chose. Mon Michelet, vous avez vu, la notion de peuple est vraiment essentielle chez lui. Et d'ailleurs, même le fait qu'il parle des Gaulois, c'était quand même assez original de commencer une histoire de France par les Gaulois. Et aussi, la même façon dont il représente le lien social se créant. Là, un extrait de la préface de 69, donc il l'écrit une vingtaine d'années après. Je n'eus de maître que Vico. Voilà la déclaration de guerre à Hegel, parce que c'est vraiment l'entier. Alors Vico, je vais vous l'expliquer. Son principe de la force vive de l'humanité qui se crée, c'est-à-dire il écrit une histoire où l'humanité se crée. C'est pas un être constitué dont il écrit l'histoire, il montre comment au terme de l'histoire on a la France. Dans une perspective quasiment biologique. Et alors lui, au fond, il assiste à ce mouvement. Et au fond, quand on lit l'histoire de France, comme je suis en train de le faire, on est frappé, parce que de même maintenant avec les médias,
au fond, on a l'impression de voir l'histoire se développer jour après jour. On a des surprises, si vous voulez. Lui aussi avait des surprises. Il n'a pas écrit son histoire de France pour développer une thèse. Oui, c'est un grand livre. Hein. C'est un grand livre d'histoire. C'est un livre fondamental. Et c'est un livre de poète ou de vrai historien? Parce qu'on dit qu'il a une grande part laissée à l'imagination. Laissé à l'imagination, mais Lucien Favre a eu des mots magnifiques là-dessus. Il dit, il manquerait plus que ça qu'un historien qui est de cette trempe se passe de son imagination pour inventer ce qu'on ne peut pas démontrer immédiatement, encore moins observer par un microscope. Les prochains tomes, il y en a 2 qui sont publiés, comme disait Monique, quant au Sperber, et les prochains, c'est? Ah ben, il pense, si j'ai bien compris, publier les 17 dans l'année. Bah, il est courageux, il faut le... c'est magnifique, c'est félicité. Hein, et Paul Vialanex, pourquoi chez vous cette ferveur pour Michelet? Ah, bon, ben, elle est diverse. D'abord parce que c'est quand même un de nos grands écrivains, il n'y a pas de doute. C'est la taille de Balzac, de Hugo, sans aucun, de Proust aussi. Parce que je vous ferai remarquer nous avons de grands écrivains de la mémoire. Nous avons Chateaubriand, Michelet et Proust. Et Augustin. Et Augustin, oui, mais il y aurait un essai à écrire sur la mémoire de chez ces grands... Bon, ce qui m'attache à lui, je le dis dans ma préface, qui est un éditorial, d'ailleurs, beaucoup plus qu'une préface. J'explique pourquoi il faut lire Michelet aujourd'hui. Bon. Et bien parce que moi, en 40, on m'a offert le tableau de la France dans la débâcle complète. Et elle vous a accompagné et sauvé. Pendant la guerre, j'ai été élevé dans ce milieu très pacifiste, opposé à la guerre, refusant la guerre jusqu'au bout. Et puis tout à coup, on s'est dit, bon, tout est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire la France? Donc vous avez dit qu'elle n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il en reste? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens encore? Mais c'était pas dans un esprit de nostalgie, c'était pour savoir qui j'étais. Un problème d'identité. Mais ça a du sens de dire aujourd'hui nos ancêtres les Gaulois. Ça a du sens de dire aujourd'hui nos ancêtres les Gaulois. Non, mais d'ailleurs, Michelet, c'est pas nos ancêtres les Gaulois, c'est plus complexe. Les Gaulois, c'est les noms que les Romains donnent aux Celtes, disons les Celtes, qui eux-mêmes sont variés. Et Michelet se garde bien, justement, il ne faut pas confondre. Alors ça, c'est typique, tenez, c'est qu'on confond Michelet avec bien des auteurs et des idées qui lui sont étrangers. Et en particulier, on confond l'histoire de France de Michelet avec l'histoire de la vie, c'est de l'école primaire de Jules Ferry, avec nos ancêtres les Gaulois. Et ça avait commencé, les ancêtres des Gaulois, sous le Second Empire. Paul Vialanex. Il y a une origine qui s'appelle les Gaulois, l'origine, elle est lointaine, on ne sait pas où elle commence. Il disait lui-même, l'essentiel, c'est d'avoir assez de flammes, comme vous, pour réchauffer des cendres refroidi depuis si longtemps. Mais vous parlez comme Michelet, c'est non, ben, c'est Michelet qui le dit, c'est pas moi. Mais vous voulez pas que je vous lise ça de Peggy, une phrase, c'est ma conclusion, mon introduction. Il ne faut pas perdre une occasion de redéclarer que Michelet est le génie de l'histoire. D'abord parce que c'est vrai. Et puis, ça embête tout le monde. Et c'est un si grand supplice pour nos grands amis les modernes. Toutes les occasions d'évoquer Tocqueville sont aussi bonnes pour Monique et moi. Et en voici une avec votre Tocqueville chez Fayard. On peut avoir les dates en tête. Je calculais, j'ai dit, bon, Michelet, c'est 1798-1874. Il est mort, il avait 76 ans. Tocqueville, 1805-1859, mort à 54 ans. À un moment, ils ont été contemporains. Est-ce que l'un a lu l'autre? Oui, bien sûr. Tocqueville a lu Michelet et réciproquement. Il y a d'ailleurs de la correspondance entre eux et d'autres lettres vont prochainement être publiées. Non, c'est Françoise Méloniot, les œuvres complètes chez Gallimard, n'est-ce pas? Pourquoi vous dites, Lucien Jaume, de Tocqueville, dans la galerie des maîtres du soupçon, il y a Marx, il y a Nietzsche, il y a Freud, on a trop longtemps oublié de placer Alexis de Tocqueville. Oui, c'est les derniers mots de ma conclusion, parce que son tableau de la démocratie est extraordinairement complexe. Et à la fois la démocratie, ce qu'il appelle la démocratie, il faudrait d'ailleurs le définir parce que c'est pas ce que nous croyons aujourd'hui. Ce qu'il appelle la démocratie est surtout une forme de société, des mœurs, des croyances, des relations entre les individus, et aussi la course aux jouissances matérielles, comme dit Tocqueville dans un ton très augustinien d'ailleurs. Son tableau de la démocratie est extraordinairement complexe en ce sens que c'est la possibilité de la liberté et de la dignité humaine, mais c'est aussi la possibilité d'un despotisme où le despote n'est nulle part parce que nous subissons la loi de la majorité. Le retour du despote est toujours possible. Le retour du despote est toujours possible. Chateaubriand l'a dit comme lui, et c'est sa grande intuition. C'est-à-dire que paradoxalement, cet enfant d'un milieu monarchiste considère que
au fond, le grand siècle de Louis XIV, le grand siècle de ses écrivains préférés, eh bien, pour lui, c'est le siècle du despotisme. C'est-à-dire que la liberté, pour Tocqueville, c'est la féodalité. Quand il parle de l'aristocratie, le modèle... Mais il dit, dans la démocratie, il peut y avoir des associations ou des... On peut reprendre l'aristocratie... Et l'intégrer en le modernisant dans ce qu'est la démocratie, pour éviter la démocratie absolue comme la monarchie absolue. Comme la monarchie absolue. Il y a deux despotes, c'est le peuple, éventuellement dans la démocratie absolue, et c'est Louis XIV dans la monarchie absolue. Oui, mais il faut savoir à quelle époque il écrivait ça. 1835, 1840, monarchie de Juillet. C'est pas d'aujourd'hui. Et sur ce que vous dites, la majorité, il avait vu la naissance d'une religion au service d'un nouveau souverain, la majorité. Oui. Le public est le prophète dont on ne rit pas, l'opinion publique diffuse son intarissable évangile. Oui. La démocratie, et vous le dites aussi, engendre la religion démocratique, c'est-à-dire en fait le culte de soi-même. L'égalité engendre simultanément le sentiment d'indépendance de l'esprit, etc., etc. Et donc d'indépendance et de soumission. C'est ça le paradoxe. Nous sommes égaux et semblables donc dans une communauté qui peut nous écraser. Nous sommes très fiers de notre indépendance de jugement individuel, mais nous avons peur du jugement de la majorité. Nous n'osons pas défendre notre indépendance d'esprit quand la majorité s'est prononcée. Et évidemment, il dit, c'est surtout vrai en Amérique, il dit, le pays où il y a le moins de liberté d'esprit, nous sommes en 1835, c'est l'Amérique. À l'époque, Georges Walter. J'ai vu dans votre livre, il y a une citation en exergue de Tocqueville sur les Noirs. Sur les Noirs. C'est parce que je suis arrivé pour... il y a un long chapitre qui s'appelle Carnet d'Amérique. Je suis arrivé aux États-Unis, envoyé par Radio Luxembourg, pour faire une série de papiers sur l'Amérique de Nixon. Et je suis arrivé à un moment où le problème noir atteignait une intensité redoutable. Les policiers tuaient des Noirs dans les prisons. Enfin, il se passait des choses terribles. Les panthères noires tenaient le haut du pavé. Ce sont eux qui ont déclenché d'ailleurs tous les désordres. Donc vous regardiez Tocqueville. Et alors je regarde Tocqueville et je me dis, je téléphone au directeur de Radio Luxembourg en lui disant, vous auriez dû envoyer un journaliste noir. Moi, je ne peux pas travailler. Si je suis entré dans un café à Harlem, où je suis sorti au bout de 10 minutes à cause des regards sur moi. Et alors, ce qui m'a frappé dans Tocqueville, que j'avais emporté avec moi, c'est que d'abord, extraordinaire journaliste, la puissance de synthèse du regard, enfin en 6 mois, je ne sais pas combien, il n'est pas resté longtemps en Amérique. D'avoir compris tant de choses, mais alors là, sur le problème noir, il est d'un pessimisme. Oui, très pessimiste. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est d'un tel pessimisme qui prévoit le pire, enfin, des espèces de tueries dans le sud. Ah, ça on peut dire qu'il n'avait pas prévu Barack Obama. Voilà. Et alors, justement, il n'a pas prévu Barack Obama. Il n'a pas prévu Luther King. Je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Job. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est la capacité extraordinaire des Américains pour digérer les troubles et les difficultés, et que tout d'un coup, ces choses se sont calmées. Lucien Job. Oui, enfin, il est très sensible, si vous voulez, à la souplesse américaine tout de même, parce que c'est une société, pour lui, où l'on poursuit l'intérêt, bien entendu. L'intérêt, bien entendu, commande la religion, commande les relations sociales, commande les relations entre gouvernants et gouvernés, et commande les communautés locales qu'il admire beaucoup, le township de Nouvelle-Angleterre, n'est-ce pas, du Massachusetts, etc. Et bon, effectivement, sur la question noire, comme sur les Indiens d'ailleurs, les pages sont terribles, absolument terribles. Il est très pessimiste. Mais il ne faut pas croire que, enfin, sur cette question, je pense que vous avez raison. Mais il faut insister sur le fait que Tocqueville considère que la société américaine est très souple, beaucoup plus souple que la société française et que la société européenne. Justement, ce qu'il reproche à sa société française, c'est d'être extraordinairement rigide, centralisatrice, administrative, dogmatique. Ce qu'il admire en Amérique, c'est au contraire la fluidité des relations. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, il y a peut-être une phrase qui... une sorte de reproche à la France d'être tellement rigide qu'elle en arrive à être punie. Vous dites, les nobles n'avaient pas voulu avoir les bourgeois comme associés, ni comme concitoyens. Ils vont trouver en eux des rivaux, bientôt des ennemis, enfin des maîtres. Oui, c'est une des phrases terribles de l'Ancien Régime et la Révolution. Alors, il a subi des attaques provenant des deux côtés, vous le montrez bien. Oui. Les uns trouvant qu'il avait trop soutenu les mythes progressistes, j'ai envie de dire les droits de l'homme, la morale en politique, etc. Et de l'autre côté, j'ai trouvé cette phrase inouïe de
de Maurras, qui le traite de malfaiteur, Tocqueville. Malfaiteur politique, l'homme qui nous fait avaler l'Amérique alors que l'Amérique c'est l'horreur pour Maurras. Et Tocqueville essaie de nous vendre cette société où l'on s'intéresse à l'argent, cette société où l'on ne pense qu'à la réussite. Le dollar, oui. Le dollar. Oui. Et pourtant, l'action française vous montrez bien, et on voit bien que Tocqueville Tocqueville écrit avec une certaine distance, il n'y a pas un engagement, etc. Et peut-être avait-il retenu ce que vous dites, que son frère lui avait conseillé, qu'il lui avait recommandé de faire, d'être impartial et d'écrire derrière le rideau. Oui, très important. Vous pensez que Michelet n'écrivait pas derrière le rideau? Très important pour Tocqueville. D'un bout à l'autre, j'analyse la métaphore du voile chez lui, qui d'ailleurs va très loin, parce que c'est aussi une image janséniste à laquelle il tient beaucoup. Il y a un aspect métaphysique dans la question du voile, mais du point de vue de l'écriture, je parle d'énigme, parce que du point de vue de l'écriture est à plusieurs niveaux et à plusieurs sens. C'est un prodigieux stratège de l'écriture. Maurras n'a pas été le seul à haïr Tocqueville. Si vous voulez, jusque dans les années 70, Tocqueville était un auteur quasi oublié. Il a été très longtemps. Raymond Aron a été... voilà. Mais ça arrive plus tard. Mais Raymond Aron est le seul qui se soit intéressé à Tocqueville de manière régulière. Et évidemment, Tocqueville est d'une certaine façon aussi le premier sociologue. Oui, cette définition sociologique de la démocratie. Une chose tout à fait étonnante que Tocqueville remarque, c'est que la démocratie, l'égalisation des conditions, n'a pas de limite interne. C'est-à-dire que quand on prétend, quand on aspire à l'égalité, on aspire toujours à être de plus en plus égal, sans qu'on sache vraiment ce que cela signifie. Et ça crée un facteur d'instabilité dans les sociétés que cette revendication de surenchère inassouvie. Sur ce point, ce pessimisme de Tocqueville a été prophétique de ce qu'est la réalité démocratique d'aujourd'hui. Parce que les critiques de la démocratie critiquent cela, la même chose. Peut-être la Chine aussi, qui avait été assez prophétique. C'est surtout l'Inde qui l'intéressait beaucoup, parce qu'il trouvait en Inde une forme d'aristocratie qui lui permettait des comparaisons. Bien sûr, il y a la célèbre phrase sur l'Amérique et la Russie qui seront les deux grandes puissances de l'avenir. C'est souvent ce qu'on avait seulement gardé de Tocqueville, avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre. C'est vrai que Raymond Aron, je dis toujours, il faut lire les pages de Raymond Aron sur Tocqueville, parce que c'est un point de départ remarquable. Lucien Job, vous montrez qu'il avait lu, naturellement, les moralistes, Montaigne, énormément. Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, bien sûr. La Bruyère, très important la Bruyère, dès sa jeunesse. On va voir peut-être s'il y a des correspondances avec Saint-Augustin, mais il cite Malesherbes. Il dit: je suis le petit-fils de M. de Malesherbes. Personne n'ignore que M. de Malesherbes, après avoir défendu le peuple devant le roi Louis XVI, a défendu le roi Louis XVI devant le peuple. Il a payé de sa tête. Et il a payé de sa tête, c'est un double exemple que je n'oublierai jamais. Et alors, bon, ici, Chateaubriand. Chateaubriand, très important aussi. À la fois dans les son oncle par alliance, Chateaubriand. Marc Fumaroli a bien montré déjà les relations entre Chateaubriand et Tocqueville. Et puis, est-ce que vous conseillerez pas d'abord, pour accéder à Tocqueville et à ses livres, d'abord les souvenirs, qui sont exceptionnels, magnifiques, merveilleux, etc. Les souvenirs. Et accessibles, je le dis, accessibles. Très féroce, très cruel. Avec des portraits de Louis-Philippe, avec des portraits de Thiers. Prodigieux. Nous parlons de la Bruyère, mais il y a par exemple dans les souvenirs un portrait de... je crois que je l'ai ici, oui, c'est ça. Napoléon. Un portrait de Cossidière, un révolutionnaire. Écoutez ça. C'est alors que je vis paraître à son tour à la tribune un homme que je n'avais vu que ce jour-là, mais dont le souvenir m'a toujours rempli de dégoût et d'horreur. Il avait des joues hâves et flétries, des lèvres blanches, l'air malade, méchant et immonde, une pâleur sale, l'aspect d'un corps moisi, point de linge visible, une vieille redingote noire collée sur des membres grêles et décharnés. Il semblait avoir vécu dans un égout et en sortir. On me dit que c'était Blanqui. Pas Cossidière, mais Blanqui. Il n'y a que Vallès qui a donné des caricatures aussi cruelles des démocrates. C'est Daumier dans les souvenirs. Oui, dans les souvenirs. Il faut le lire. C'est pas la Bruyère, c'est Daumier. Il y a quelques phrases qui renvoient, je ne sais pas s'il a lu Saint-Augustin. Oui, mais il lisait les pères de l'Église, nous le savons. Saint Paul disait: je vois très clairement le bien et je fais tous les jours ce qui est mal. Ça, c'est une lettre de Tocqueville. Il est en Amérique, il paraphrase Saint Paul. Et il écrit: je suis de l'humanité, de la plus commune et la plus vulgaire humanité. Pourtant, j'entrevois quelque chose au-dessus et au-delà de l'humanité. Je poursuis en toute chose un idéal qui recule sans cesse. Il me faut tout ou rien. Et je me débat tous les jours entre la faiblesse de mes moyens et l'immensité de mes désirs. Mal uni dans les différentes parties de mon être et incapable dans ma constitution même
d'atteindre jamais c'est le Paul, c'est bonheur Pascal. où je tends. Et Pascal Montaigne. c'est aussi une phrase de Saint-Augustin. Très important. Je ne suis pas ma vie, hein, je ne suis pas ma vie et Je vis mal de moi. je vis mal de moi. Oui, oui, oui. Certainement. Certainement. Voilà, et ce sont des livres tout à fait passionnants que je recommande. On va passer à Georges Walter, on est obligé d'aller vite. Souvenir curieux d'une espèce de Hongrois. Hein. C'est le patron du Figaro. Pas le patron, non. Enfin, un des rédacteurs en chef, Marcel Gabi, on l'a connu. Bon. Et on vous embauchait, il avait dit, ce Walter, n'est-ce pas une espèce de Hongrois? À l'époque, dans sa bouche, c'était un compliment? Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. C'était, dans sa bouche, probablement quelque chose d'un peu bizarre et peut-être un peu suspect. Ouais. Vous nous prévenez d'emblée, Georges, vous dites, mon livre, c'est un grand bazar. Oui. D'où vient ce bazar? Ben, écoutez, c'est un livre qui m'a été soutiré. Moi, j'ai jamais eu l'intention d'écrire mes mémoires, mes souvenirs de ce genre. C'est simplement parce qu'un soir, j'ai raconté ce qui est arrivé, pourquoi je suis devenu journaliste malgré moi. Je n'avais pas du tout la vocation de journaliste. Et comment je me suis trouvé pris au piège à cause de ma voix de bronze. C'est ce qu'on disait Voilà. partout, quand on Et était j'étais tout jeune obligé de journaliste, on disait la remplacer voix de Walter, et j'ai eu l'honneur et le plaisir de Alors, présenter des journaux télévisés en alternance avec Georges, avec Philippe Gildas, Étienne Moujotte, Joseph Pasteur. Ce qui nous impressionnait, c'était la présence. Oui. C'est encore la présence de Georges Walter. Eh ben non, pas du tout. Alors justement, moi je trouvais que je n'en avais aucune. Et moi, je ne voulais pas être journaliste, je voulais finir Les Enfants d'Attila. Ça a duré 7 ans, 10 ans. Bon, et voilà. Et en attendant, j'étais obligé. Je me suis trouvé dans une radio. Non, mais avant ça, il faut dire Il y a eu- ce que vous racontez. Les petits boulots, deuxième violon, je ne sais où, dans les balles populaires. Oui. Dans l'édition, vous avez Ténèque, vous comptez plus vos pseudos. Hein. Oui. Et avant d'écrire vous-même pour le journaliste, est-ce que je peux vous confier ma montre? Oui, tout à l'heure, je l'examinerai. Voilà, c'est ça, parce qu'il paraît qu'elle a des problèmes avec le temps et que vous, les pendules et les horloges, vous connaissez bien, vous avez été horloger. J'étais horloger et mon père, le titre de gloire de mon père qui était horloger, c'est d'avoir réparé, je voulais l'empocher, d'avoir réparé la montre du roi sur le front. Il a servi dans l'armée austro-hongroise. Il a réparé la montre du roi qui était tombée sur le front. Alors il en a fait une légende. Le roi l'avait remercié probablement et il a fabriqué tout un discours. Bon, alors je vous disais simplement que moi j'étais obligé un jour, pendant la guerre d'Algérie, il y avait un immense éditorialiste qui s'appelait Jean Grand-Mougin. Jean Grand-Mougin a été compromis avec l'OAS, a été jeté dehors, et moi, à cause de ma voix, on a dit, c'est toi qui vas remplacer. J'ai dit non, je ne peux pas. C'était une promotion, une punition. Mais non, pour moi, c'était la terreur. Il fallait être compétent. Je n'ai pas la compétence du monde politique. Mais la guerre d'Algérie, c'est une responsabilité. Il y avait des gens qui mouraient. Moi, je suis dans un fauteuil, j'ai parlé de la guerre d'Algérie. Bon. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui s'appelait Paul-Marie de Lagorce, un des plus grands journalistes français de notre époque, qui nous a quittés. Et Paul-Marie de Lagorce m'a sommé d'accepter ce poste en me disant que je l'appellerais tous les matins, ce que j'appelle l'affaire Cyrano. Alors lui, il était Cyrano, il parlait au public à la belle, moi j'étais l'idiot qui... Bon, c'est bon. Et ça a duré des mois. Et alors, pour vous dire la gloire... je suis idiot, et l'autodérision, il connaît. Et il dit, j'avais le masque tragique quand il faisait de la télé, des grands comiques comme Buster Keaton. C'est un peu vrai. Écoutez, ce grand Mougin... On aimait Buster Keaton. La célébrité de la radio, des médias... Grand Mougin était une telle célébrité. Bon, quand il est tombé un jour malade, de la France entière lui envoyait des conneries et tout. Mais moi, je le remplaçais depuis 2 ans. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est intéressant. Je le remplace depuis 2 ans. À ce moment-là, il y a un de mes amis, André Harris, qui rentre chez lui, un paysan à côté à 1h moins 10, qui rentre chez lui. Alors il lui dit... Vous allez écouter la radio au Luxembourg. Alors l'autre, il dit, oui. Elle dit, dites donc, la Mougin. Elle dit, Grand Mougin. Alors l'autre était stupéfait, c'est 2 ans qui étaient là. Ils ont changé de nom. C'est ça. Jérôme Garcin qui écrit un très beau papier dans le Nouvel Observateur sur Quel bazar, les souvenirs de Georges Walter, ce Français originaire de Hongrie à la mémoire bavarde et enthousiaste. Il dit, c'est un livre merveilleusement foutraque et bancroche, qui tient du magasin d'antiquités, du musée imaginaire et de la caverne d'Ali Baba. Et à tout. Et puis,
avec la voix sépulcrale de moine tibétain, parce que là vous n'en faites pas, mais vous pourriez. Et une tignasse, c'est une crinière de lion qui fait penser à celui qui a été à un moment votre ami, Kessel. Oui. Que vous avez connu en faisant le métier. Non, oui, j'ai connu dans le métier, mais enfin, j'ai vécu presque avec lui les dernières années de sa vie, et nous étions très très proches. Mais vous savez, en dehors de ma voix de bronze, je me suis servi de ma plume quand même dans ma vie. Je n'ai pas servi que de ma voix. Je sais. Voilà, c'est tout. Vous êtes journaliste radio-télé, mais vous avez écrit, vous avez beaucoup écrit, on voilà la preuve tout de suite. Hein. Mais vous avez rencontré Dali, vous avez rencontré Julien Gracq jusqu'en mars 2006, et il était pessimiste, hein, ce Romain. Oui, il était pessimiste. Il vivait bien, mais il était pessimiste. Pessimiste qui peut aussi devenir du comique troupier par moment. Oui. Par exemple. Écoutez, il va en Amérique, on le salue comme un des plus grands philosophes de l'époque, etc. Alors, il dit, mais non, mais je ne suis qu'un pantin. J'ai eu une conversation avec lui qui a été enregistrée d'une heure, un document unique à la radio. Et pourquoi il a voulu faire ça avec moi? Parce que j'avais dit que je ne voulais pas le déranger. Non. Et dès que c'était fait, il a voulu qu'on ne le passe pas, parce qu'il avait dit que Mitterrand était un idiot. Vous comprenez, Mitterrand est un idiot, il ne comprend rien à l'Europe centrale, c'est un idiot. Alors, il a dit, je ne veux plus que ça passe. Alors j'ai foncé chez lui, j'ai dit, écoutez, vous exagérez, vous traitez Mitterrand d'idiot. Vous trouvez que c'est un idiot? Il dit, mais non, c'est pas un idiot, il faut enlever ça. C'est pas un idiot, il m'a reçu à l'Élysée. Bon. Et alors, j'ai fabriqué à la fin de ce livre un sketch que je vais jouer à la radio, avec l'accent de Suran. C'était comment l'accent? J'ai fabriqué. Comment l'accent de Suran? Il dit par exemple, je ne me pardonne pas d'être né. Je ne me pardonne pas d'être né. Alors il y avait Suran, Ionesco. C'est formidable, les Hongrois, le Roumain et Ionesco en plus. Mais Ionesco, j'étais obligé de le consoler le soir des élections, quand Mitterrand était élu, parce qu'il pleurait au téléphone en disant la France va devenir une démocratie populaire. Et alors vous avez rencontré aussi Ernst Jünger. Et c'est intéressant, parce que vous en disiez deux mots, parce qu'on publie dans la Pléiade les journaux de guerre 14-18, les journaux de guerre 39-48, c'est un très beau document, avec Monique on y reviendra. Jünger. Écoutez, Jünger, c'est quelqu'un, pendant la guerre, alors évidemment je vais me faire des ennemis en disant ça, mais pendant la guerre, nous étions au moment où les Allemands sont entrés dans le milieu de la France, nous avons passé une nuit avec des amis. Nos destins allaient basculer, certains allaient peut-être mourir, d'autres entrer dans la clandestinité, etc. Et puis, tout en buvant beaucoup cette nuit-là, avant de nous séparer, nous sommes dit, si jamais sous cet uniforme se cachait un grand esprit, un poète, un visionnaire. Enfin. Et alors j'ai écrit un jour que nous l'avions inventé. J'ai dit, se cacher sous l'uniforme, camoufler, je parle de lui, c'est camoufler sous l'uniforme. C'est un peu ça. Et je suis allé le voir, il m'a demandé de venir le voir. Et son ambassadrice à Paris, Dany, m'a dit, envoyez-lui votre livre, celui qui peut y interaller, Les vols de Vanessa. On va lui dire ça parce que ça créera une complicité entomologique, parce qu'il aimait les papillons. Alors j'ai envoyé ça, je sais bien qu'il ne l'a jamais ouvert, mais il m'a quand même répondu en m'envoyant son petit papillon à lui qui lui était dédié. Alors, et c'est comme ça que je l'ai essayé, et je l'ai retrouvé à Paris. Ce qui me frappe à travers tout ce qui est raconté dans le livre, etc., et les rencontres, c'est que vous avez toujours eu d'abord un pessimisme gai, mais le goût de l'admiration. Oui, ça c'est certain, l'admiration, je trouve, est un sentiment extrêmement utile et merveilleux qui vous remplit et qui vous élève et qui vous sort d'une espèce de chagrin fondamental. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressors. Le chagrin de n'être pas aussi grand que lui et en même temps d'avoir quelque chose de commun avec lui parce qu'on l'aime. Voilà. Donc l'admiration, c'est le chagrin d'être mortel. Quelque chose de... Oui, c'est partagé. Une vie bien remplie, somme toute réussie. Qu'est-ce que vous devez à la Hongrie, vous? Non, pas grand-chose. Un pays imaginaire. Et puis, je vous dis encore une fois, cette Europe centrale, pour la littérature, pour des tas de choses, a été ce moment merveilleux qui a précédé Hitler dans une espèce d'inconscience. Il y a un livre bouleversant qui est celui de Stéphane Zweig qui s'appelle Le monde d'hier, où
On voit cette inconscience, juste avant son suicide en 42. Juste avant son suicide, et avant le désespoir. Ah ben, Georges Walter, c'est l'immigré ou l'émigré entre deux mondes, l'hymne aux origines, la France du choix, avec tous ses souvenirs. Et dans Bibliothèque, j'ai eu le sentiment, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait des auteurs de rupture, de la Chine de Mao à votre chinois. Michelet, c'est la Révolution, le 18e, le 19e. Tocqueville, de la monarchie via la Révolution vers la démocratie, oui. Et puis, Saint-Augustin, vous dites vous-même, c'est un pont. Oui, on l'a dit beaucoup, c'est un pont entre deux mondes, entre un monde qui meurt et qui accouche d'un autre monde. C'est-à-dire le monde occidental, notre monde, avec toutes ces catégories de la personne humaine, une personne, un sujet capable de s'exprimer soi, de se plaindre, de s'adresser à Dieu directement, et aussi de fonder les grandes catégories de la personne et de notre monde, fondées sur la mémoire et le temps, les racines et la capacité de se souvenir. Il y a un texte bouleversant dans les aveux, dans les confessions, c'est au chapitre 10, lorsqu'il décrit en direct la façon, ce qui se passe quand on se souvient de quelque chose. Il dit, je me souviens de la couleur bleue, la couleur noire reste sagement à côté. Quand je me souviens d'un chant, je peux chanter sans que mes lèvres bougent, sans que ma gorge... Et c'est une description phénoménologique de la mémoire, de l'acte de se souvenir, qui est formidable. C'est une invention aussi à son époque. La force de la mémoire est grande, trop grande, mon Dieu. Secret immense et infini. Qui en a touché le fond? Cette force m'appartient, elle est propre à ma nature, et pourtant je suis incapable d'embrasser tout ce que je suis. Frédéric Boyer, les aveux, Saint-Augustin, on peut avoir sur sa table de chevet Saint-Augustin, on peut avoir Michelet, Tocqueville, l'art de la guerre de Sun Tzu et le totem du loup, quel que soit son pays, à plus forte raison, si on veut comprendre l'esprit d'entreprise des Chinois, pour les comprendre, partager avec eux, ou pour les combattre. Ben voilà, c'est ça Bibliothèque Médicis, c'est à partir des livres, offrir des éléments à votre réflexion, peut-être même à votre méditation avec Saint-Augustin, de Frédéric Boyer, ou à votre rébellion avec le chinois Lu Jianmin. À chacun son choix. L'équipe de Bibliothèque Médicis a fait le sien, avec à la réalisation M. Philippe Lallemand et à mes côtés Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Marie-Madeleine Rigopoulos. Vous pouvez revoir souvent cette émission et tous les programmes de Public Sénat sur notre site www.publicsénat.fr. Merci et à bientôt. Bienvenue sur Public Sénat. Nous allons débattre aujourd'hui du printemps de Prague. C'était il y a 40 ans quand soufflait un vent de liberté dans ce pays, la Tchécoslovaquie, incarné par Alexander Dubček qui voulait inventer un socialisme à visage humain. Vous savez comment l'histoire s'est terminée, mal par l'intervention des armées du pacte de Varsovie qui mataient cet espoir immense. Vous allez d'abord voir un documentaire signé Patrick Rothman qui fourmille d'archives exceptionnelles, donc le gel du printemps de Prague par Patrick Rothman. Et ensuite, avec mes invités, nous débattrons de ce qu'il reste aujourd'hui de cet espoir-là dans la société tchèque et slovaque.